Le titre de l'après-midi, c'est Liban au-delà de la guerre. Liban au-delà de la guerre. Le titre donc est la reprise du numéro de Confluence Méditerranée, le numéro 132, que nous sortons d'ici quelques jours, qui est prêt, mais qui est chez l'éditeur. C'est donc un numéro sur la guerre au Liban, mais on essaie d'aller au-delà de la guerre et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour, au-delà des diagnostics, émettre des perspectives à court et moyen terme. Aujourd'hui, nous sommes accablés par l'actualité dans la région, en particulier avec ce qui se passe à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, dont on parle moins. Cette guerre qui a commencé le 7 octobre, comme on le sait, 2023, et qui ne cesse d'amener, de charrier son actualité tragique, brutale, avec ces massacres au quotidien, cet usage de l'arme de la faim que l'on connaît. Cette guerre, lancée après quasiment au lendemain du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre, est une guerre, on le sait, totalement disproportionnée. Je ne vais pas rentrer dans les qualificatifs qui sont multiples. Ce qu'on a assez vite observé, et il y a des amis libanais ici, euh, Benjamin Netanyahou, son gouvernement ont élargi le front euh, en 2024, dans un moment où ce gouvernement était questionné plus que ça d'Israël sur son incapacité à finalement résoudre la question des otages. Euh, des manifestations se faisaient jour, il baissait dans les sondages, non pas tant parce qu'il s'adonnait à ces massacres, mais parce que les otages n'étaient pas libérés. Et puis, il y a eu cet élargissement au nord, hein, vous vous rappelez, en avril 2024, avec la frappe contre le consulat d'Iran en Syrie, et puis de sorte à provoquer, en quelque sorte, l'alliance autour du Hamas. Et derrière, c'est le Liban qui a été enrôlé dans cette guerre. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de terrible, c'est que dans les sondages, à ce moment-là, Benjamin Netanyahou a repris des couleurs euh, au nom de l'Union sacrée. Donc, victoire politique momentanée pour Netanyahou. En tout cas, le Liban est entré dans la guerre, surtout en septembre 2024. C'est de ça dont on va parler, cette guerre de 66 jours, pour reprendre le titre de l'article de Dima qui est là. Voilà, parce que le Hezbollah, dès le 8 octobre, s'était engagé dans cette alliance avec le Hamas. Donc, cette guerre avec le Liban, évidemment, Netanyahou a pris le prétexte de l'engagement du Hezbollah libanais. Le Hezbollah libanais, pour en revenir à l'État, au Liban, pardon, le Hezbollah libanais qui est la traduction, si on prend du recul, hein, à revenir sur l'histoire du Hezbollah, ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas le sujet maintenant, immédiatement, mais c'est quand même la traduction, finalement, d'un pays que nous aimons beaucoup, le pays des cèdres, qui a failli dans sa construction de l'État et puis dans son développement qui n'a jamais été équilibré ni sur le plan social ni sur le plan économique. Et en l'absence de construction d'un État pour tous et d'un développement équilibré sur le plan social et économique, eh bien, euh, des Libanais se sont réfugiés dans la communauté, confinant au communautarisme qui s'est militarisé. Ça a donné lieu à la première guerre, à la guerre civile de 75-90. Et on le sait, il est resté de cette guerre une seule milice, le Hezbollah, pour des raisons géopolitiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Euh, voilà, donc le Hezbollah, je disais, c'est la traduction de cet échec du pays des Sept sur lequel on va revenir. Et puis, un autre prisme de l'échec du Liban sur le plan institutionnel, c'est la crise économique, financière, brutale, massive, qui se faisait jour avant même cette nouvelle guerre de 66 jours,
c'est-à-dire en partir de 2019, et c'est à cette crise économique et financière que l'on va se consacrer dans la première table ronde, et dans la deuxième, on reviendra sur les aspects plus politiques. Cette crise financière, bancaire, est portée à son paroxysme en 2019-2020. J'ai des grands spécialistes qui en parleront beaucoup mieux que moi. Elle traduit beaucoup de choses, des dysfonctionnements, du Liban, et c'est donc, à la recherche de la compréhension de cette crise, financière, qui devient ensuite une crise économique et sociale, avec un effondrement social. Je pense par exemple à la question alimentaire, à la question de l'insécurité alimentaire, qui a frappé 75 des Libanais. C'est-à-dire que cette crise a eu une vitesse, une cinétique, assez exceptionnelle si on la compare à beaucoup de régions, depuis le 19e siècle. On dit que la crise libanaise de 2019-2020 a été l'une des plus brutales et les plus accélérées à l'aune des grandes comparaisons internationales. Je regarde mes amis, hein. Voilà, donc pourquoi cette crise? Pourquoi cette crise? Les effets, malheureusement, on les mesure, mais pourquoi cette crise financière? À quoi elle renvoie? Qu'est-ce que ça traduit de cette défaillance de l'État, et plus généralement de la construction des institutions libanaises? Voilà, c'est à ce questionnement que l'on va se consacrer maintenant, et je le redisais, puis je finis de l'annoncer, dans la deuxième table ronde, qui sera animée par mon ami Jean-Paul Chagnolot. Vous pouvez remarquer qu'il n'est pas encore arrivé. Non, non, c'est pour la bonne cause, il est dans une émission. Il est dans une émission. Voilà. Non, non, non. Il arrive, donc il sera consacré aux aspects politiques, avec notamment Dima Declercq, qui est au premier rang, qui a participé à ce numéro. Donc, pour traiter de la question économique, oui, pardon. Mais c'est juste, désolée, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez sur le Hezbollah qui est resté la seule milice dans l'après-guerre à ne pas avoir été désarmée. En fait, l'idée, c'était qu'il y avait en face la LS, c'est-à-dire l'armée du Oui, Liban Sud, qui oui, elle aussi n'avait pas été désarmée, et c'était ça qui avait justifié justement le bien maintien sûr. du Hezbollah. C'était juste Non, non, mais bien sûr, un petit, élément, voilà, je ne voulais pas entrer dans les considérations géopolitiques expliquant ça, mais merci Dima d'avoir redit ça. Alors, donc, consacrons-nous à cette crise financière, bancaire, financière, économique et sociale de 2019 jusqu'à la guerre, jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour cela, on a trois experts et expertes, l'une en ligne et deux ici, que vous voyez bien. Je vais les présenter par ordre d'intervention, parce qu'on va avoir trois temps de parole, parce que c'est des experts qui pourraient interchanger leur rôle, mais on préfère séparer pour mieux réunir, pour être pédagogue, on va dire. Alors, on va commencer par Bassem Snej, qui est chercheur en histoire des finances arabes, mais au-delà, hein. C'est le monde que tu regardes aussi. Et professeur sur les mêmes sujets de finance et économie des mondes arabes, Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Paris, pardon, Bordeaux c'est moi, Paris, pardon, et excusez-moi, et à l'école supérieure des affaires de Beyrouth. Voilà. Donc, Bassem va parler en premier, mais je continue la présentation et on reprendra le. Ensuite, il y a Sybille c'est la fenêtre en haut. Bonjour Sybille, ou rebonjour. Sybille qui est journaliste, qui a fait aussi un très bon papier dans le numéro de Confluence Méditerranée, que vous arracherez dans les jours qui viennent, sur ces questions-là, justement. Donc, Sybille est journaliste et elle a entre autres engagements, elle est aussi engagée dans Kuluna Irada. C'est une ONG libanaise qui est très en pointe pour euh, exiger, aiguillonner le souci de transparence et de construction d'une réelle souveraineté du Liban. Et du même coup, les voilà assez exposés, hein, quand on commence à porter des idées comme ça, dont tu es membre aussi. Voilà, donc Bassem, qui est membre aussi. Donc, elle est en charge elle est responsable des politiques publiques. Et puis, donc, nous avons Pierre Duquesne, ici, à ma droite, ambassadeur de France, qui a eu moult responsabilités. C'est à ce titre-là qu'il va nous parler. Alors, pas de toutes les responsabilités, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais il a été
vraiment de plein pied dans les grandes institutions internationales, aussi bien comme représentant de la France au FMI, à la Banque mondiale, à l'OCDE. Donc voilà, un regard sur ces grands bailleurs importants qui va être assurément utile pour notre discussion. Et puis, il a été, entre autres, hein, responsable, coordinateur, on peut dire, du programme CEDRE à partir de 2018. C'est ça, en 2018. Alors, CEDRE, l'acronyme, c'est, je l'ai marqué quelque part, Pierre en parlera. Voilà, on va donc commencer. Premier point, parce que j'ai assez parlé, je peux me taire maintenant. Ça va, j'ai fait mon job. Agnès est. Bon. Donc, Bassem, tu vas nous expliquer comment on en est arrivé à la crise de 2019-2020. C'est-à-dire, tu as une connaissance intime des mécanismes qui ont conduit à ce qui s'est produit, cette crise bancaire, cette crise financière qui s'est traduite par la crise sociale. Voilà, tu as 20 minutes. Je te laisse 20 minutes pour tout nous expliquer. C'est pas beaucoup, hein. Je vais tenter de faire cette synthèse en 20 minutes. Je vais d'abord commencer par rebondir sur ton introduction pour dire que le miroir que Hezbollah projette sur la, la faillite de l'État à remplir toutes ses frontières, la crise que nous avons devant nous, qui s'appelle la crise financière, est un autre miroir qui reflète les responsabilités collectives, sociales du pays et une responsabilité historique. Pourquoi? Parce que la crise de 2019, c'est une explosion. Ça arrive tout à coup. Tout à coup, les banques ferment. Tout à coup, on ne peut pas accéder à son argent. Tout à coup, la livre libanaise ne vaut plus à 1700. Donc, il y a du tout à coup partout. Et on a l'impression que c'est une surprise pour tout le monde. En fait, cette crise a commencé au moins 20 ans avant. Et je suis généreux. Depuis 20 ans, avant la crise, le Liban était un pays dont la balance commerciale annuelle montrait un déficit presque égal d'à peu près 10 milliards de dollars par an. Les chiffres exacts, je ne veux pas vous bombarder de trop de chiffres, mais en gros, c'est 10 milliards. 10 milliards pour le Liban, avec le PNB que ce pays avait, ça représentait, bon an, mal an, entre 18 et 25% du PNB. Pour vous donner une idée de cette amplitude, parce que tous ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose en général, comparons-nous à un pays qui panique parce qu'il a une balance commerciale déficitaire et tout le monde en parle et on ne sait pas quoi faire. La France. Le déficit commercial de la France, qui est énorme, provoque des crises gouvernementales et de 3%. Donc le pays du Liban vivait normalement dans un déficit de balance commerciale égal à 10 fois, 8 fois plus que celui de la France, un pays très fort, très riche, qui s'effondre sous le poids de la panique de la faillite ou le déficit de sa balance commerciale. Ça, c'est parce que les Libanais sont très intelligents. Ils sont des magiciens de la finance. Comment peut-on vivre dans cette manière-là? C'est-à-dire, on vit au-dessus de nos moyens, hein. Il y a un trou tous les ans de 25% de PNB. Quelqu'un le finance. C'est les Libanais eux-mêmes qui le financent. Tous les ans, les Libanais qui travaillent à l'étranger envoyaient à peu près 7 milliards de dollars par an. 7 milliards, c'est 3/4 du déficit de la balance commerciale. Et donc, on peut dire que la balance commerciale du Liban n'inclut pas un élément fondamental, c'est les hommes et les femmes qui l'exportent.
C'est-à-dire le système économique et social libanais fonctionne sur un contrat social qui dit: «Nous, on dépense plus que l'on peut, mais vous, vous allez travailler et gagner plus qu'il ne faut pour que tout le monde soit content». Je schématise, mais à la fin, c'est ça. Donc vous voyez que dans ce circuit, il y a un élément crucial pour que ça marche, c'est les banques. Parce que pour que l'argent sorte et pour qu'il rentre avec des mains différentes, il faut qu'il y ait un système bancaire qui fonctionne d'une manière, je dirais, presque parfaite. Heu, pour que l'État puisse fonctionner, la banque centrale doit contrôler le fait qu'il y ait assez de réserves dans la banque centrale pour que la parité de la livre libanaise contre le dollar ne se dévalue pas à cause de ces déficits. Parce que dans tous les pays du monde, quand vous avez un déficit, votre devise, la valeur de votre devise locale baisse. Pas au Liban, elle a toujours valu 1700, ce qui ajoute encore plus à la magie financière du Liban grâce au magicien en chef qui est M. Riyad Salamé. Je rappelle à ceux qui sont ici que M. Riyad Salamé a été nommé 2 fois par la communauté internationale des banquiers centraux banquier central de l'année. Et pas que par les Libanais, par d'autres aussi. Donc il y a des envies de magie de partout. Donc vous voyez bien qu'au centre de cette machine, enfin de ce circuit, les banques privées au Liban ont un rôle, je dirais, absolument essentiel. Ce rôle, c'est de drainer des dollars. Pourquoi? Parce que pour que les réserves de la banque centrale ne bougent pas, pour que la parité du dollar contre la livre libanaise ne varie pas, il faut que tous ces dollars qui sortent, les ans, 10 milliards, il y en ait d'autres qui rentrent pour que le stock de réserves, plus et moins, ne bouge pas. Et c'est ça que les banques privées font. Elles drainent des dollars. De l'autre côté, l'État aussi emprunte sur les marchés internationaux. Il émet des obligations. Il bénéficie de la garantie implicite ou parfois explicite de certains partenaires internationaux ou de certains présidents internationaux qui l'aident à émettre des obligations internationales que les investisseurs étrangers veulent bien acheter. Pendant toute cette période que je vous ai racontée, la croissance économique au Liban était au mieux anémique. Elle n'a jamais dépassé 4%, mais en général, elle se traînait entre 2 et 3,5. Pour un pays qui a un déficit commercial de 25% de PNB, on peut dire que c'est de la récession. Parce qu'il faut beaucoup plus de croissance pour que l'État fonctionne et qu'il ne crée pas un déficit supplémentaire qui est un déficit budgétaire. Donc vous voyez que le résumé de cette situation, c'est que tous les Libanais, tous, sans exception, vivaient largement au-dessus de leurs moyens. Ce qui a fait que le pays s'est enrichi, entre guillemets, en montrant des chiffres économiques internationaux très impressionnants, de l'ordre de 10 000 $ par habitant au niveau du PNB, de la consommation, une apparence de richesse assez spectaculaire, les voitures, les clubs privés, les restaurants, les sky bars, enfin tout ce que le centre-ville. Et donc, dans tout ce système, les banques avaient un rôle extrêmement important qui était de drainer ces dollars. Ça, c'est la première étape. Mais la réglementation bancaire au Liban interdit aux banques libanaises d'investir à l'étranger. Donc, la Banque centrale au Liban restreint les capacités des banques centrales, des banques privées, à
à investir à l'étranger. Qu'est-ce qui reste? Il faut investir au Liban. Eh bien, la Banque centrale du Liban leur proposait d'emprunter ces dollars et de les placer chez elle. Et de l'autre côté, la Banque centrale prenait ces dollars, les transformait en livres libanaises, 700, et les prêtait à l'État. Et comme ça, la pompe fonctionne. Sauf qu'au bout d'un certain nombre d'années, et particulièrement l'année 2015, et je vais vous dire pourquoi elle est importante dans un instant, la croissance au Liban était à zéro et le nombre de dollars qui sont rentrés au Liban était égal au nombre de dollars qui sont sortis du Liban. Dans cette année cruciale 2015-2016, les banques privées n'ont pas réussi à augmenter les dépôts nets dans le pays. Et ça, c'était une première sonnette d'alarme. Quelle en était la raison? Il faut sortir du Liban pour le comprendre, et j'en sors pendant 2 minutes. Il y a eu une guerre des prix sur les marchés du pétrole en 2014 entre les États-Unis et les pays du Golfe. Le prix du pétrole est passé de 120 $ le baril à 35 $ le baril en à peu près 6 mois. Tous les pays du Golfe sont entrés en déficit commercial et fiscal pendant 18 mois. 2 tiers de la diaspora libanaise qui envoie des dollars au Liban travaillent dans le Golfe. Au moins un tiers a perdu son boulot. Donc, le nombre de dollars que la diaspora libanaise envoyait au pays a baissé. Les banques privées devaient compenser. Qu'est-ce qu'elles font? Ce qu'on appelle les ingénieries financières. Se sont assises avec la Banque centrale en disant, bon, attention, on n'arrive plus à en drainer, qu'est-ce qu'on fait? On monte les taux d'intérêt en dollars. Oui, mais nous, banques privées, on ne peut pas se permettre de mentir à nos déposants. Il faut qu'on les avertisse qu'il y a du danger. Non, 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 vous leur payez plus de dollars, vous montez les taux, et moi, je vous donne une prime supplémentaire pour que je prenne ces dollars chez vous. Et donc, en fait, les banques privées et la Banque centrale avaient un accord implicite où elles plaçaient ces dollars à la Banque centrale et gagnaient de l'argent. Les profits des banques libanaises privées ont explosé entre 2016 et 2019. Le montant des transferts de dividendes touchés par les actionnaires des banques privées a été multiplié par 8. Et les dividendes gagnés, on a le droit de les transférer légalement. Et bien sûr, ces dividendes sont très, très vite sortis du pays. Donc, petit à petit, la difficulté d'attirer des dollars à partir de 2015 a fait que les banques privées et la Banque centrale étaient obligées de monter les taux d'intérêt tout le temps. On est arrivé jusqu'à 9% de taux d'intérêt en dollars, alors que dans un pays comme l'Angleterre ou l'Europe, les dépôts en dollars, c'était 1%. Un seul %. Vous voyez que la prime payée par les Libanais, par les banques libanaises pour attirer des dollars, c'était 800%. Pour les déposants non avertis, c'était une opportunité. Pour les déposants avertis, c'était une alerte extrêmement forte, ce qui fait que ces déposants-là sortaient de plus en plus de dollars. Et donc, pour attirer le chaland, il fallait monter de plus en plus les taux et faire entrer les pigeons. Parce que les aigles sortaient. Il fallait faire rentrer les pigeons. Et c'était ça le deal. Même moi, j'ai été ils sont mal tombés dans une banque privée que je ne nommerai pas, de passage au Liban. On dit, on va vous placer de l'argent chez nous, on va vous vendre une obligation convertible. Parce qu'ils savaient que j'étais prof d'économie, ils m'ont commencé à me rendre le truc très intellectuellement attirant. Je leur ai dit non merci, ils étaient presque fâchés, offensés. Mais bon, ça c'est une anecdote. Résultat des courses. En 2019, la musique s'est arrêtée.
Les banques privées voyaient bien qu'il sortait plus de dollars qu'il n'en rentrait. Les réserves de la Banque centrale commençaient à diminuer depuis 2017, petit à petit avant, et commencent à s'accélérer. Les engueulades entre M. Salamé et les propriétaires des banques privées, on entendait les cris jusqu'à dehors. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Il me faut plus de dollars. Quand on s'est tous rendu compte, je veux tenir dans 20 minutes, qu'on n'y arrive plus, on déclare qu'on arrête la musique. On ferme les banques, plus personne n'accède à rien. Ce n'est pas la première fois que ça s'arrive. C'est arrivé en Argentine. Même chose. Donc, la créativité libanaise est toute relative. Il y a beaucoup de Libanais en Argentine. Ça, c'est encore autre chose. Il y a des Russes, donc je ne pas Chypre. Résultat des courses. Au moment où la crise éclate, le total de la dette libanaise était de 95 milliards de dollars, dont, et dans les banques privées, il y avait à peu près 100 milliards de dollars de dépôts, plus 30 milliards de dollars de dette internationale. On avait 120 milliards d'un côté, 80 milliards de l'autre. Vous voyez, la perte, en gros, était estimée entre 40 et 60 milliards de dollars en fonction des estimations des dépôts. Le PNB a bien sûr chuté à partir de 2019 et aujourd'hui, la dette totale du Liban dans l'état actuel où il est, puisqu'on va passer à l'actualité, est de l'ordre de 400%, au moins. Quand on arrive à ce genre de chiffres, la conclusion incontournable et indiscutable, c'est que la dette ne sera jamais remboursée. Jamais. Et que les dépôts se sont déjà envolés. Aujourd'hui, au Liban, un des grands obstacles à la réforme bancaire, c'est qu'est-ce qu'on fait des déposants? Ce débat est totalement faux. Il n'a qu'un seul objectif: perdre du temps ou gagner. Le coupable désigné, c'est M. Riyad Salamé. C'est très pratique d'avoir un coupable comme celui-là. Ça nous permet de ne pas traiter le fond. Or, le fond, c'est que si les dépôts et les déposants se sont évaporés, il est donc clair que les banques sont en faillite et que le capital des actionnaires des banques est égal à zéro. La seule raison pour laquelle on a fait l'ingénierie d'un débat sur les dépôts, c'est pour empêcher la réalité de fondre sur le pays et de dire: messieurs, dames, actionnaires des banques, vous avez failli. Vous n'êtes plus propriétaire de rien du tout. Si vous voulez rester propriétaire, il faut ramener du capital. Et on sait où il est. Et on sait que vous en avez. Donc, en fait, le pays est en faillite. Tous les dépôts se sont évaporés. On ne pourra pas sortir pour attirer le moindre dollar du moindre partenaire, autant amoureux de nous soit-il. On ne pourra pas attirer de l'argent, à moins que les deux points principaux soient traités. Un, banque en faillite, nouveaux capitaux. Deux, dette de l'État restructurée et nouvelle loi bancaire. Il reste un point, sur ça je terminerai, qui est le stock d'or. Le Liban a à peu près 9,5 millions d'onces d'or. Depuis très longtemps. Ce fut une décision stratégique de ne pas faire de l'investissement, mais de faire de la thésaurisation il y a au moins 80 ans, dans les années 50. C'était déjà, en fait, un rêve de rentier. Ah oui, si on a du stock d'or au lieu de l'argent, c'est qu'on préfère dépenser qu'investir. Voilà. Ces 9,5 millions d'onces d'or
au prix du marché aujourd'hui, valent 31 milliards de dollars. L'autre danger dans tout ce que l'on va discuter maintenant, c'est que on ne fasse pas de réforme bancaire crédible et qu'on tente de résoudre le problème en utilisant le stock d'or, qui est théoriquement la garantie de survie des générations futures. Parce que ce capital est quand même une grosse garantie pour essayer d'aider des partenaires internationaux à venir investir dans le pays, à condition que cet or soit vendu pour la bonne raison, c'est-à-dire ne pas éponger les erreurs du passé. On va les appeler erreurs parce qu'on est gentil, les erreurs du passé, mais plutôt de garantir ou d'assurer ou de donner une chance aux ambitions du futur. Or, aujourd'hui, l'Association des banques libanaises veut mettre la main sur le stock d'or et sur tout autre actif de l'État qui peut servir à éponger la dette. C'est ça qu'on appelle le fonds souverain, qui est en fait une démission de souveraineté totale. Donc le vrai coupable qui est désigné, qui est M. Salamé, n'est, à mon avis, qu'un fusible, un pigeon, alors que de vrais héros au Liban, il y en a déjà eu, et je voudrais terminer par cette petite histoire sur monsieur le gouverneur Edmond Naïm. Parce que ça nous ramène au stock d'or qui existait dans les années 80. Pendant la guerre civile au Liban, Edmond Naïm, gouverneur de la Banque centrale au Liban, a créé un bunker dans la Banque centrale du Liban pour empêcher les milices couvertes par l'armée syrienne de l'époque et d'autres milices qui étaient émergentes, qui vont culminer dans les accords de Taïf, mettre la main sur le stock d'or de l'époque pour financer leur propre armée privée. Et la confrontation entre Edmond Naïm, gouverneur de la Banque centrale, et des hommes armés qui le menaçaient physiquement a duré pendant 6 semaines. Et il a réussi à protéger l'or du Liban parce qu'à l'époque, dans les années 85, et on croit aujourd'hui que la livre libanaise a explosé, mais la livre libanaise a déjà explosé plusieurs fois avant. Et c'est pour ça qu'on a fait un taux fixe. M. Hariri et M. Salamé ont inventé le taux fixe, parce que la livre libanaise, dans les années 75, valait 3 livres pour $1. Quand M. Naïm a pris le pouvoir, elle valait 2500 livres au dollar. Donc, de 1 à 100 000, ce n'est pas nouveau. C'est récurrent. Et donc, ce n'est pas une surprise, mais je dirais, c'est la facture qu'il faut payer quand on a démissionné avant même d'avoir commencé. Merci. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, Bassem, pour cette explication, cet exploit pédagogique et en plus dans une bonne durée. Merci. Alors, tu nous as très bien décrypté les raisons de cette crise qui remonte à beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Alors maintenant, et tu as ouvert des perspectives, des leviers possibles, restructuration de la dette, réforme bancaire. Bon. Maintenant, tournons-nous vers ce qui s'est passé depuis 2019. Et justement, je ne sais pas si Sybille est en haut. Voilà. Sybille, le risque que j'ai présenté, va nous aider à comprendre, à prolonger cet exercice de compréhension qui a été engagé très bien par Bassem, comprendre pourquoi finalement, nous sommes en 2025, par-delà la guerre, c'est le titre, cette crise financière n'a pas été résolue, tant s'en faut. Pourquoi cet immobilisme? Pourquoi, malgré la circulation des slogans, il n'y a toujours pas de restructuration de la dette, de réforme bancaire? Voilà. Cet immobilisme, Sybille va nous aider à le voir, l'entrevoir. Et puis une autre question qu'elle va, j'imagine, c'est
est-ce que le duo qui est arrivé au fait du pouvoir au Liban, avec Joseph Aoun pardon, et Nawaf Salam, insistant sur le règlement de cette question, est-ce que ils ont les coups des franches pour aller plus avant? Voilà, Sybille, tu as 20 minutes. Merci Pierre, merci à tous. Je vous vois pas, mais j'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien. Alors, je vais reprendre là où Bassem a laissé, a terminé en vous faisant pas tellement la critique, la chronique de l'immobilisme, mais plutôt la chronique d'un sabotage. Et en essayant un peu, de façon un peu chronologique au départ, et ensuite en essayant de voir le bilan de cette inaction délibérée, telle que l'a appelée la Banque mondiale, sur la société, parce que le statu quo, évidemment, de l'action publique ne veut pas dire statu quo dans l'économie et la société libanaise. Et j'essaierai de terminer par la question de savoir est-ce que l'arrivée du nouveau tandem exécutif Joseph Aoun et Nawaf Salam change les choses. Alors d'abord, la chronique de ce sabotage, je vais intituler ça le sabotage du processus FMI pour plus de facilité, même si évidemment le programme FMI est un nom de code en réalité pour ce qu'il faudrait faire au Liban dans l'intérêt général, parce qu'au Liban, contrairement à d'autres pays, la potion amère qu'inflige le FMI en général aux pays qui vont mal au Liban, elle est 1000 fois plus douce que celle que les autorités libanaises infligent à leur propre société. Juste par comparaison, ça fait maintenant bientôt 6 ans que la crise de 2009 a éclaté. Entre-temps, il y a une bonne dizaine de pays qui ont eu des crises. Tous ont conclu un programme FMI depuis en quelques mois. Nous, 6 ans plus tard, on n'y est toujours pas et on recommence maintenant à en parler. Alors, petit rappel chronologique, donc, en octobre 2019, il y a les fameuses, la Saoura, le mouvement populaire, qui conduit à la fermeture des banques, mais personne ne se rend compte à l'époque de l'ampleur de la faillite, même si a posteriori, Bassem vient d'en expliquer l'ampleur. Sur le moment, personne ne s'en rend compte. Hariri démissionne après avoir présenté, donc Saad Hariri à l'époque, son gouvernement, démissionne après avoir présenté un plan soi-disant pouvant sortir de la crise, qui montrait totalement le fait qu'il n'avait pas du tout pris la mesure du problème. Et il démissionne sous la pression de la rue et non pas sous la pression d'un problème économique et financier bien compris. Son successeur est nommé, c'est un universitaire qui est propulsé à la tête du gouvernement en janvier 2020 par les chefs communautaires qui pensent mettre un paravent finalement entre eux et la rue, le temps de gérer la pression politique qui devient un peu difficile à gérer. Mais on verra que très vite, en fait, Hassan Diab, qui a pris une seule décision importante en réalité, est tout de suite mis de côté et lâché par ses commanditaires, c'est-à-dire les chefs du système communautaire et les intérêts profonds, le syndicat des intérêts acquis, comme l'a appelé un diplomate, qui gouverne en réalité le Liban derrière la façade institutionnelle. Donc la principale décision que prend Hassan Diab et son gouvernement, c'est en mars 2020 de prendre acte de l'énorme crise de liquidité. Il n'y a plus de liquidité, plus suffisamment de liquidité à la Banque centrale. En réalité, le phénomène de pompe qu'a décrit Bassem se traduit par le fait que tous les dollars encore liquides, tous les actifs en devises du pays sont logés à la Banque centrale. L'argent des déposants est à la Banque centrale et tout l'argent de l'État est à la Banque centrale. Or, l'État a une grosse dette à quitter. Et donc, Hassan Diab prend acte du fait
que ces liquidités ne peuvent pas aller au remboursement des créanciers étrangers, les détenteurs des eurobonds, parce que ces liquidités restantes, il vaut mieux les garder pour autre chose. Et c'est là où la première bataille sur les liquidités restantes se joue, parce qu'une bonne partie des détenteurs du pouvoir financier et économique au Liban voudraient bien garder encore la main sur ces liquidités et ne pas faire défaut. Donc la décision de Diab va dans le bon sens. Dans la foulée, il nomme deux conseillers, un financier et un juridique, légal, le cabinet Lazare et le cabinet Cléry-Gottlieb, pour aider le gouvernement à mettre en place un plan de sortie de crise, négocier la dette et négocier un programme avec le FMI. Tout ça est fait, dans un temps relativement rapide. En 1 mois, un plan est présenté, en conseil des ministres, mais en réalité, la messe est dite assez rapidement. À la mi-2020 déjà, on sait que les intérêts en place ont remporté la bataille et que toute velléité, en fait, de mettre en place un plan de sortie de crise équitable a été remisée. À la mi-juillet, il n'y a plus enfin, les négociations qui avaient commencé avec le FMI en mai sont suspendues. Pourquoi? Comment ce processus normal de gestion de sortie de crise est saboté? De deux manières. D'une part, le Hezbollah, qui était à l'époque la puissance dominante sur le système politique, reprend du poil de la bête a moins peur, si vous voulez, ou fait en sorte use de l'intimidation pour que les manifestations soient moins efficaces. Il est aidé en cela, le système politique dont le Hezbollah est la puissance dominante est aidé par le Covid, qui fait taire progressivement les mouvements populaires. Ça, c'est donc sur le plan sécuritaire et politique. Et de l'autre, les institutions, qui ne sont en réalité qu'une façade, parce que le pouvoir, encore une fois, est détenu derrière ce pouvoir institutionnel, met en place une commission parlementaire qui est présidée par le député Ibrahim Kanran et qui est composée en fait de toutes les forces politiques présentes au Parlement, met en place une commission pour décrédibiliser tout le travail qui avait été fait par le cabinet Lazare, le FMI, le gouvernement, et va jusqu'à contester même l'ampleur des pertes qui étaient pour rappel, qui sont encore, pour rappel, de 70 milliards de dollars. C'est énorme. C'est 2 à 3 fois la taille du PIB. C'est du jamais vu. On sait tout ça. Mais pas nos parlementaires qui considèrent que non, les calculs, il faut les refaire. Le moment clé, c'est quand il y a une réunion au palais présidentiel en juin des principales forces politiques et qui décident que non, décidément, Riyad Salamé a donné de trop bons services au pays, donc on ne va pas le démettre, il doit rester en place et c'est un peu le point de bascule. Donc Riyad Salamé et ce qu'il représente comme intérêt continue d'avoir la main mise sur la gestion de l'après-crise, c'est-à-dire qu'on ne va pas sortir de cette crise. C'est le 4 août, l'explosion du 4 août dans le port de Beyrouth qui met fin à l'expérience de Hassan Diab. Le gouvernement démissionne et, euh, et, et donc Riyad Salamé reste seul maître à bord jusqu'à la nomination de Najib Mikati en septembre 2021, donc presque un an plus tard. Alors Najib Mikati, c'est tout sauf un homme de réforme. Il a fait fortune dans les télécoms, il a été proche du régime de Assad, il est l'un des principaux il a été actionnaire d'une des principales banques. Il a défendu Riyad Salamé jusqu'au bout, en plein milieu, alors que Riyad Salamé a été rattrapé par des affaires judiciaires pour abus
pour blanchiment et détournement de fonds, il continuait de dire, on ne change pas de général en pleine bataille. Mais Najim Mihati a donné le change et comme disait Bassem, la règle du jeu étant de gagner du temps, il avait d'un côté son soutien plein à Riyad Salamé et encore une fois, Riyad Salamé n'est pas seul responsable, mais c'est pour faciliter la compréhension, celui qui continuait de défendre les intérêts en place. Et de l'autre, il avait un vice-premier ministre qui s'appelle Saadé Chami, qui lui donnait le change à la communauté internationale, a été jusqu'à négocier un accord, un pré-accord avec le Fonds monétaire international, jusqu'à signer un pré-accord avec le Fonds monétaire international en avril 2022, opportunément juste avant des élections législatives. Donc c'était juste, et le FMI n'était pas dupe parce qu'il savait très bien que c'était une, comment dire, une manœuvre politique. Et donc, il a assorti son préaccord un nombre incalculable de préconditions, de benchmarks, enfin, tout pour dire, on ne vous croit pas, montrez-nous ce dont vous êtes capable et ensuite, on signera un accord. Alors, bon, l'inaction délibérée qui est orchestrée par Najim Mihati se transforme en réelles vacances institutionnelles après la fin du mandat de Michel Aoun. Le président de la République donc termine son mandat en octobre 2022 et le gouverneur de la Banque centrale, finalement, au bout de 30 ans, termine aussi son mandat en son 5e ou 6e mandat, je ne sais plus, en juillet 2023. Donc, on a une vacance institutionnelle qui permet de continuer l'inaction avec un prétexte commode de vacances institutionnelles. Cette vacance institutionnelle se terminera après la guerre, après l'accord de cessez-le-feu, etc. On y reviendra après. Ce que je voulais dire, c'est que donc j'ai essayé de faire la chronologie rapide de l'inaction qui est en réalité un sabotage. Et cette inaction, elle peut, on peut l'expliquer par tout ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, c'est pas de contrôle de capitaux dès le moment de la fermeture des banques. Les banques n'auraient jamais dû rouvrir sans contrôle de capitaux. Il n'y a pas eu de restructuration bancaire. Normalement, dans un cas pareil, on ferme tout, on décide de la restructuration et les banques, quand elles rouvrent avec des actionnaires qui sont changés, les directeurs qui rentrent chez eux et on voit ceux qui peuvent recapitaliser et ensuite on passe à la suite. Tout ça n'a pas été possible, évidemment, étant donné l'ampleur des pertes et le coût que représentait tout cela. Il n'y a pas eu de négociation de la dette avec les détenteurs de créances étrangères. Il n'y a pas eu de budget, on a des faux budgets, il y en a eu un ou deux qui ont été faits sur la période, aucune projection sur l'avenir, sur les finances publiques. Évidemment, toutes les réformes indispensables, celle de l'électricité, la réforme de l'administration, la réforme, enfin toutes les questions, la protection sociale, toutes les mesures indispensables pour remettre une économie qui a perdu quand même 40% du revenu national en très peu de temps, rien n'est fait. Mais ce statu quo, évidemment, il se traduit par des gagnants et des perdants. Les déposants, c'est qui? Bassem va jusqu'à dire qu'il n'y a plus de dépôt du tout. C'est une façon de voir les choses, parce qu'en réalité, si on ne met pas l'or en contrepartie des passifs des banques, il n'y a en effet plus rien. Il y a deux façons de calculer. Il y a des gens qui continuent de mettre l'or en contrepartie. Je ne vais pas trancher ce débat, mais si vous voulez, en conservant l'or, le plan Diab d'avril-mai 2020 aurait pu, selon les projections à l'époque, quand même d'aller jusqu'à une restitution des dépôts jusqu'à à peu près 500 000 $ par déposant, ce qui est un seuil extrêmement élevé si on compare aux normes internationales.
Aujourd'hui, si on arrive au 5e de ça, on est vraiment très chanceux. En attendant, les dépôts en livres, qui représentaient quand même 45 milliards de dollars, ont été totalement effacés sous l'effet de la dévaluation qui a été sauvage alors qu'elle aurait pu être contrôlée. On a eu une dévaluation qui a été jusqu'à 98% de la valeur de la livre. Et en devise, les ingénieries post-crise mises en place par Riyad Salamé à coup de circulaires ont fait fondre les dépôts en dollars de à peu près 120 milliards à 85 milliards aujourd'hui, mais il ne s'agit pas de vrais dollars, on les appelle les lollars au Liban parce que ce sont des écritures comptables et en face, les actifs réels en devises sont beaucoup plus faibles et on a un gap irréconciliable qui est de plus de 70 milliards de dollars. Donc les déposants sont perdants, mais les Libanais aussi, bien entendu. Il n'y a pas que les déposants. On a une tendance à tout concentrer sur le sort des déposants parce que c'est pratique pour les banquiers. De se présenter, hier encore, j'étais à une conférence où un actionnaire de banque se présentait comme étant dans le camp des déposants, ce qui est absolument inimaginable. En réalité, ce débat-là permet de masquer un autre problème fondamental, celui de la désintégration de l'économie et de la société qui va à puissance, qui va à une vitesse grand V. La dévaluation et l'hyperinflation, c'est la socialisation des pertes. Tout le monde sait que l'hyperinflation, c'est une taxe indiscriminée sur l'ensemble de la population. C'est ce que subissent les Libanais depuis bientôt 5 ans. Et ce n'est pas seulement pour ceux qui gagnent de l'argent, leur salaire ou leur revenu en livres libanais, c'est aussi ceux qui gagnent leur revenu en dollars. Les deux sont après, il y avait une différence au début, maintenant c'est la même chose pour les deux, parce que l'économie libanaise est complètement dollarisée. Il y a eu depuis que Riyad Salamé a passé la main à un vice-gouverneur par intérim, une sorte de stabilisation monétaire, mais en réalité, il n'y a plus de monnaie libanaise. Il y a une espèce de jeu qui se traduit par une austérité budgétaire totalement contre-cyclique et totalement inacceptable. L'État, les finances publiques ne représentent plus rien. L'État n'est plus un acteur dans l'économie. Ça se traduit par une pauvreté qui est multipliée par 3, des services publics qui sont réduits à quasi néant, des banques zombies qui ne prêtent plus évidemment à l'économie. À tout ce bilan désastreux s'ajoutent les victimes de la guerre, les destructions massives, et puis un phénomène qui est la principale variable d'ajustement en fait de cette société soumise à ce choc, c'est l'émigration. Le rythme de l'émigration des Libanais s'est accéléré. En contrepartie, il y a une projection de l'économiste Charbel Nahas qui prédit que d'ici à 15 ans, si rien n'est fait, la moitié de la société libanaise, en fait, la moitié des résidents au Liban seront libanais et la moitié des Libanais auront en fait émigré et seront dans la diaspora. Donc, on se dirige vers un modèle rentier renforcé où les émigrés continuent d'envoyer de l'argent au pays, mais pour financer quoi et quel type de société, ce n'est pas encore très clair. Les gagnants de ça, c'est évidemment les actionnaires des banques. La hiérarchie des créances est totalement inversée. D'autres gagnants, ce sont tous ceux qui bénéficient de l'économie informelle, que ce soit l'évasion fiscale, les trafics en tout genre, la contrebande, jusqu'à le narcotrafic, etc. Il y a eu aussi des gagnants dont on parle moins, beaucoup moins, parce que ce n'est pas politiquement correct. Ce sont les entreprises privées, les grosses entreprises privées qui se sont désendettées à bon compte, très bon compte. Il y a près de 30 milliards de dollars en fait qui ont été transférés des déposants vers les débiteurs. Donc l'avantage évidemment, c'est que ça assainit tous les bilans des sociétés privées, mais on ne sait pas encore dans quel objectif, puisqu'il n'y a pas de possibilité de réinvestir. Et tous les gagnants, ce sont ceux qui vivent, là c'est un commentaire politique, de la culture de l'impunité. À ce jour, il n'y a pas un responsable politique, pas un député, pas un
un auditeur, pas un ministre, pas un responsable d'organes de contrôle, qui n'est inquiété. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette page-là est tournée et est-ce qu'on peut, espérer qu'enfin quelque chose de positif se passe? C'est en tout cas, l'annonce, enfin, c'est la résolution, l'engagement, pardon, qu'ont pris, Nawaf Salam et Joseph Aoun, qui sont respectivement, présidents, de la République et du Conseil. Alors, qu'est-ce qui a changé de facto? Heu, 1re, chose, c'est qu'il y a évidemment un bouleversement géopolitique, qui se traduit par un bouleversement politique depuis la défaite militaire du Hezbollah, la conclusion d'un cessez-le-feu en novembre et l'élection de Joseph Aoun, dans une nouvelle ère, de l'histoire libanaise qu'on pourrait appeler, en tout cas, une nouvelle ère, américaine. Hem américano-saoudienne, bon, donc il y a clairement une pression externe de mener un agenda, qui soit conforme, aux intérêts, américains. Heu, Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous antinomiques avec les intérêts des Libanais, bien entendu, mais la pression vient de là, le changement vient de là avant tout et non pas d'un changement interne. Hem, il y a un besoin accru de financement lié aussi à la guerre, c'est-à-dire, la Banque mondiale, a estimé, le coût des destructions, je ne parle pas évidemment du bilan humain, je parle des destructions matérielles à près de 7 milliards de dollars, c'est 2 fois plus qu'en 2006. Les pertes économiques sont aussi évaluées à 7 milliards. Les besoins en reconstruction sont évalués à 11 milliards. Bon, tous ces chiffres me paraissent un peu, surévalués, mais peu importe, c'est pour vous dire qu'il y a des gros besoins. Et donc, peut-être ce qui a changé du point de vue interne, c'est la conscience que, on a absolument besoin de l'extérieur et que l'extérieur, et ça, monsieur Duquesne en parlera, l'extérieur a dit niet, résolument niet à tout dollar qui viendrait au Liban, s'il n'y a pas, de réforme. Et les espoirs que les États-Unis ou l'Arabie, l'Arabie en tout cas, serait conciliante, et sortirait le carnet de chèques, sont clairement, déçus. Mais il y a aussi une autre pression à ce qu'on appelle la réforme, c'est celle, qui est liée, à la lutte contre le Hezbollah lui-même. C'est-à-dire la restructuration des banques est aussi nécessaire pour tous ceux, qui considèrent qu'il est important d'empêcher, le Hezbollah de revenir, de se redévelopper. Ça entre dans ce qu'on l'intitulé, c'est, la lutte contre, la cash économie, l'informalité, qui n'a cessé de croître, du fait que les banques ne jouent plus leur rôle, d'intermédiation, financière. Donc la menace, du passage de la liste grise, du GAFI, le Liban y est entré, il y a quelques mois, au printemps de l'année prochaine, on pourrait passer en liste noire. Celle-là, elle est très efficace, sur les tenants de quand même un certain lien avec le système financier international. Le 2e facteur de changement interne, dans le clan, des banquiers, il y a les faucons et les moins faucons. Il commence à y avoir quand même un certain nombre de banquiers qui se disent que peut-être on a intérêt à accepter certaines, conditions. Et troisièmement, il y a le vent régional qui souffle. On voit ce qui se passe, potentiellement en Syrie et donc il y a l'idée qu'il ne faudrait pas rater cette opportunité-là. Alors, je vais m'arrêter là, si vous voulez, je reviendrai ensuite sur ce qui a déjà été fait depuis l'arrivée, de Joseph Aoun et de Nawaf Salam et ce qui reste encore à faire parce qu'évidemment, on est très, très loin, en fait, d'avoir résolu le problème. Tu as bien passé le ballon à Pierre, le 3e intervenant, comme Bassem te l'avait bien passé. C'est très bien, ça me permet de ne pas avoir de rôle du tout à jouer, je fais que passer le ballon. Donc Pierre, que j'ai présenté tout à l'heure, avec votre expérience de diplomate qui a beaucoup œuvré auprès des bailleurs et en particulier
auprès du Liban. Vous avez été au cœur de ce programme CEDRE. Donc, il serait intéressant de voir ce qu'est ce programme, ce qu'il a été, et au travers de ça, comment vous, en tant que participant à des réunions de bailleurs, vous avez perçu les externes, comment ils perçoivent ces mécaniques internes. Voilà le regard que vous avez. Et puis peut-être prendre du champ un peu, pour finir, sur le Liban, des perspectives économiques, parce qu'il faut quand même toujours en dresser des perspectives économiques au-delà de la crise profonde que subit ce pays. Merci Pierre. Merci. On a quand même travaillé pour que ça soit à peu près coordonné, hein. Ce n'est pas pur hasard. Puisqu'on parlait de l'Argentine, j'ai eu à traiter de la crise d'Argentine au FMI et un ancien administrateur argentin enfant m'a dit: «Tu vas voir, la retraite, c'est formidable. Tu ne vas que aux réunions, aux conférences où tu as envie d'aller et tu peux parler librement.» Donc, c'est vrai de ma position ici. Et merci à Jean-Paul et Agnès de m'avoir fait venir. En fait, j'ai toujours parlé librement. Ceux qui me connaissent le savent. Mais il est clair que je ne représente en aucune manière la République désormais. Je vais faire un peu de jeu de mots et je vais vous demander demander avec vous si le Liban pouvait, peut et pourra faire l'économie du FMI. Mais ça ne va pas avoir exactement le même sens. Alors, est-ce qu'il pouvait faire l'économie du FMI au sens de se passer du FMI? Et la réponse est oui, jusqu'au défaut sur la dette souveraine dont on a parlé. Elle est non depuis mars 20, dont a parlé Sybille. Et se passer du FMI, c'était même l'objectif quasi explicite de la dite conférence CED que j'ai organisée à la demande du président de la République le 6 avril 18. Après des exercices auxquels Bassem a fait subtilement référence, la garantie des présidents, Jacques Chirac avait organisé en 2001 Paris 1, en 2002 Paris 2, en 2007 Paris 3. Lorsqu'en décembre 2017, on me demande de faire Paris 4, je refuse. Pourquoi? Comment? Parce que pour moi, Paris 1, Paris 2, Paris 3, que j'avais vécu dans des fonctions diverses, étaient des échecs. Les Libanais avaient promis pas mal de choses, les autorités libanaises, les donateurs avaient promis, les Libanais n'avaient rien fait et les donateurs avaient quand même donné. Donc, je ne voulais pas reproduire cette affaire et donc, j'invente cet acronyme. Je l'invente. La CEDRE, pas la conférence du CEDRE, la CEDRE. La conférence économique veut dire pas financier, pas humanitaire, pour le développement, ça veut dire du moyen terme, pas du court terme, pas de la gestion de crise, par les réformes, si pas de réforme, pas d'argent, et pas que des réformes budgétaires, austéritaires, mais de régulation, comme ça a été dit, et avec les entreprises. Je forte croyance de ma part dans le secteur privé. 11 milliards de dollars sont promis le 6 avril 18, 0 centime, 0 cent ont été versés par la communauté internationale. Et tout le monde croyait, y compris Sybille, qu'elle me le pardonne, et l'opposition institutionnelle, qu'on allait retomber, la communauté internationale, dans les erreurs du passé et payer pour voir. Et les autorités le croyaient également. Il n'y a pas eu de réforme, il n'y a pas eu d'argent. Voilà, le contrat était clair, il était dans le nom même de la conférence. CEDRE, c'était donc une sorte de FMI Canada Dry, et c'était la dernière chance de convaincre la communauté internationale que des choses étaient possibles. Alors, l'héritage de la CEDRE aujourd'hui est que le paradigme, et Sybille le disait à l'instant, et Pierre le rappelait, le paradigme de l'aide internationale a totalement changé. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'aide au Liban sans réforme. Alors qu'avant, les autorités, la classe dirigeante l'espéraient et l'opposition le craignait. Donc, défaut souverain le 9 mars 20, c'était dit depuis ce défaut souverain, il faut un programme du FMI. Et je vais vous en donner les raisons, pas seulement celles auxquelles vous pouvez songer. Et pardonnez-moi de le redire, il y en a 7. D'abord, les créanciers, ça démarre par un défaut souverain, les créanciers ne vont pas accepter de renégocier le rééchelonnement de la dette sans s'assurer qu'elle devient ce qu'on appelle soutenable, viable en bon français, par des politiques convenables. Donc, il faut une garantie du FMI sur cette soutenabilité, en jargon anglais, viabilité en bon français,
de la dette. Première raison. La deuxième raison, c'est que le Fonds monétaire international, apporte un cadrage global de politique économique et de mise en œuvre des réformes. Voilà. Juste. Troisièmement, bien sûr, c'est ce à quoi on songe le plus. Il apporte une aide financière, mais il apporte aussi une aide technique, bien utile dans un pays qui, comme le Liban, manque d'infrastructures étatiques. Quatrièmement, au-delà de l'aide, fût-elle financière ou technique, il apporte de la confiance à tous les acteurs libanais et internationaux pour investir, consommer, emprunter, prêter, que sais-je. Cinquièmement, il sert de catalyseur, de poisson pilote pour attirer les autres financements internationaux, bilatéraux, multilatéraux. La France a dit que s'il y avait un programme FMI, elle était prête à organiser une conférence de donateurs de redressement du Liban, mais si et seulement si il y a un programme du FMI. L'élément suivant, de raison pour laquelle il faut recourir au fonds, c'est que quand on a un système bancaire qui effectivement est mort, et ceci n'est pas encore compris dans beaucoup de cercles, et pas que béroutins. J'ai eu l'occasion de parler avec de la diaspora en France qui ne comprend pas, qui n'a pas compris que le système bancaire était mort. C'est un zombie pour l'essentiel. On ne peut pas faire fonctionner une économie normale sans crédit, et toute remise sur pied d'un système bancaire crédible, ça implique le fonds. Et enfin, et ça a été dit sans être dit, mais je le dis encore plus clairement, ça serait trop bête de ne pas profiter des avantages ainsi décrits qu'apporte le fonds, alors que le Liban a déjà connu tous les inconvénients qu'on peut reprocher à un programme FMI, un ajustement structurel de type FMI, pour parler le jargon, la chute du PIB, la baisse des salaires, etc., l'inflation, les restrictions, tout ça a été dit. Donc, ça explique pas seulement, Sibylle, parce qu'il fallait bien faire avant les élections de mai 22, mais qu'il y a eu cet accord technique, effectivement, presque 4 ans jour pour jour après la CEDRE, en avril 22, et qui a été bloqué par le Parlement, et a été nommé un des principaux responsables de ce blocage, par l'impéritie gouvernementale et par la fin du mandat du président Michel Aoun. Et puis, depuis lors, il ne s'est rien passé. La situation a quand même changé ces dernières semaines. Mais ce qui a bloqué fondamentalement l'intervention du fonds, qui est toujours là, c'est le déni de la crise bancaire, mais pas que bancaire. Voilà pour le Liban pouvait-il faire l'économie, se passer du FMI. Le deuxième point, c'est le Liban peut-il faire l'économie demandée par le FMI, les réformes demandées aujourd'hui par le FMI. Alors je dirais oui techniquement et oui mais politiquement. Le oui technique, c'est que l'analyse des raisons de la crise a été parfaitement faite et c'est censé être connu, fort bien rappelé par Bassem et Sibylle. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est une crise d'une banalité extrême. Il y a une légère tendance au Liban, et je crains que ce soit un défaut que la France passe aux Libanais, de croire que le pays est absolument spécifique et que cette crise est totalement spécifique. Absolument pas. C'est une crise d'une banalité totale. 3 éléments, mais ça a été dit avec talent et je n'ai pas le sens des métaphores de Bassem. C'est une crise banale. Je répète, banale, de surendettement, essentiellement public, un peu privé, financé par l'extérieur, donc la diaspora, attiré par un taux de change surévalué et des taux d'intérêt qu'il faut augmenter sans cesse. C'est banal. Banalité totale. Deuxièmement, le double déficit, public et extérieur, et effectivement les 25%, la gestion des entreprises publiques. Bassem était censé parler de DL, je n'en parlerai point, il le fera, d'électricité du Liban, etc. Tout le monde en a profité. Tout le monde en a profité. Les gens qui ont acheté en important à des prix cassés. Imaginez une seconde que l'euro vaille 10 $. Vous importez tout des États-Unis. Vous n'êtes pas fous. Vous importez tout. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, toute la population, à des degrés divers, a profité de la crise. Troisième élément de cette crise qui est aussi relativement banal, les comptes sont opaques. Au minimum,
enfin, ils sont opaques ou au maximum falsifiés, et ça vaut pour le système bancaire. Et comment vous traitez cette crise banale? D'une manière banale. Le surendettement, pour faire face à ça, vous faites défaut, ça a été fait, vous dévaluez. Les emprunteurs, et ça a été rappelé par Sibylle, se désendettent. Vous procédez à un ajustement structurel de type FMI, c'est-à-dire assez déflationniste, etc. Ça a été fait pour l'essentiel. Il reste à rééchelonner. Mais l'ajustement pour faire face au sujet de surendettement, il a été fait. Pour faire face à la banalité du double déficit. Là, ça a été fait, mais un peu dans le désordre pour la dépense publique. Vous devez augmenter les recettes, ça n'a pas été fait, j'y reviendrai, sauf en point de PIB. Vous devez réformer les opérateurs publics, ça n'a pas été fait. Et vous devez augmenter la production locale, qui est aidée par le fait que vos coûts ont diminué, ça n'a pas été fait, mais ça commence. Et troisièmement, face à un système bancaire par terre, eh bien, ce n'est pas très, très compliqué. Tout le monde paye, dans tous les pays du monde. Tout le monde paye, pas un particulièrement. C'est qui tout le monde? Les actionnaires, les gros déposants, l'État. Il y a toujours une socialisation des pertes. Toujours, qu'on le veuille ou non, même si l'État n'y est pour rien, vous prenez toutes les crises bancaires. Et si vous êtes un pays sous programme FMI, en plus, la communauté internationale vous aide. Voilà. Donc, c'est banal. Au lieu de ça, donc, ça n'a pas été fait. Et vous avez deux conséquences. Sibylle l'a dit rapidement, c'est une économie de cash. 40-50% du PIB est en cash. Vous ne pouvez pas fonctionner autrement. Pas fonctionner comme ça, pardon. Et deuxièmement, vous avez des opérations pas traçables. Je signale qu'à l'automne, le Liban a été mis sur la liste dite grise du GAFI, l'organisme international qui lutte contre le blanchiment des capitaux. Et ce n'est pas le résultat intrinsèque de la politique humaine, c'est le résultat de la non-réforme du système bancaire. Bon, donc, et pour la réforme du système bancaire, c'est d'une grande simplicité aussi. Il n'y a rien de compliqué. Ça a été fait partout dans le monde. Vous fermez des banques. Il y en a plus de 60 au Liban. Vous changez les dirigeants, ça a été dit. Vous vendez ce qu'il y a à vendre, vous gardez ce qui ne l'est pas vendable, etc. Et vous expliquez aux déposants ce qui n'est toujours pas fait, même par les autorités actuelles. Qu'ils ne recouvreront pas tout de suite, en tout cas, et que donc, voilà, il va y avoir. Mais banal et pas fait. Donc, techniquement, je dis que c'est simple. Politiquement, ça l'est beaucoup moins. Ça va dans le bon sens. Bon, je m'attendais à ce que Sibylle en parle plus, ce qui a été fait. Elle le fera peut-être par le gouvernement actuel. Les discussions ont repris avec le Fonds monétaire international en marge des réunions de printemps des institutions de Bretton Woods à Washington du 21 au 25 avril. 3 éléments factuels de cette reprise des discussions, de ce que je sais. Premièrement, c'était une équipe coordonnée qui a préparé ces dossiers avant d'aller à Washington. Ça paraît peut-être évident, mais ce n'était pas le cas avant. Et avec un chef, le ministre des Finances. Là aussi, ce n'est pas très compliqué, mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de parlementaires dans le circuit, ce qui me paraît une bonne idée, parce que le Fonds monétaire négocie avec des gouvernements, pas avec des parlements. Et c'est effectivement le Parlement qui avait bloqué, avec l'aide d'un personnage totalement inhabituel dans ce type de crise, le gouverneur de la Banque centrale. Alors normalement, quand le FMI intervient dans un pays, va dans un pays, il n'est pas sûr d'être bien accueilli, les messieurs anglais avec les attachés caisses, mais il a généralement un ami, le gouverneur de la Banque centrale. C'est à peu près le seul dont on est sûr qu'il va, à mesure de ses possibilités, aider le fonds. Et là, ça a été juste l'inverse. Le gouverneur de la Banque centrale a été, Riyad Salamé pour ne pas le nommer, le plus hostile au FMI. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le gouverneur a changé. Cette situation a changé. Et le FMI, de ce que je sais, a presque été surpris de tout ça, de faire face à un pays guillemets normal. Mais la confiance n'est pas quand même totalement revenue. Ce qui conduit à dire que le fonds, au-delà du fait qu'il doit refaire ce qu'on appelle un cadrage macroéconomique, va aussi s'atteler dans les prochaines semaines à faire
un diagnostic, citation, un diagnostic de gouvernance et de corruption. Bon, nouvel élément. Je laisse tomber quand même ce qui a été fait, ce qui est devant le Parlement pour ne pas perdre de temps. Le Parlement, qui est quand même un peu anesthésié, on lui a un petit peu forcé la main pour l'élection du président et du Premier ministre. Je dis juste une chose, c'est qu'il y a un texte devant le Parlement qui permet à la Commission de contrôle des banques de faire tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire d'attenter au droit de propriété bancaire, de virer les dirigeants, de forcer des ventes d'actifs, d'avoir nommé des administrateurs provisoires, de liquider, etc., etc. Il faut ces outils. L'actuelle commission de contrôle des banques au Liban ne les a pas parce que le texte est ancien. Ce texte est là et tout le monde dit, enfin beaucoup de gens disent, y compris dans l'opposition, ah oui, mais il faut savoir comment vont se répartir les pertes. Et si possible, le mettre dans une loi, dite GAP Law, loi de comblement des pertes. Erreur tragique. On ne sait jamais à l'avance. C'est impossible. Si tel groupe parmi les 4 que je vous ai dit va prendre X ou Y milliards, et quand même on le saurait, on ne le met pas dans une loi. On ne le met pas dans une loi. On a besoin dans une loi des chiffres, des lettres, pardon, et pas des chiffres. Et je peux prendre cette image de jeu. Donc les outils donnés à la CCB, Commission de contrôle des banques, et pas de dire l'État fera X milliards. Vous pouvez, dans le discours, présenter, donner des principes, c'est même utile, et surtout ne pas légiférer là-dessus, parce que vous allez découvrir des choses que vous ne faites pas. Donc, c'est ce blocage sur on ne légiférera pas tant qu'on ne saura pas comment les pertes sont réparties au milliard près, qui a bloqué, plus un débat moralo-judiciaire. Qui a fait quoi il y a 15 ans, il y a 10 ans, 20 ans, qui est appliqué dans la caisse, etc. La justice le dira. Mais vous ne pouvez pas sortir de la crise en ayant tout mis dedans. Intéressant sur Washington, au moment où la Banque mondiale faisait une réunion sur ce qu'a dit Sibylle, le financement de la reconstruction, il n'y a pas eu grand monde. Il y en avait une autre sur la Syrie, c'était plein. Et la directrice générale du Fonds monétaire, le président de la Banque mondiale, se sont déplacés pour la Syrie. Ils ne se sont pas déplacés sur le Liban. Pour essayer de les faire se déplacer, il faut passer d'un débat rétrospectif et financier à un débat prospectif économique. On peut faire un peu enfin de l'économie réelle. On avait 5 petites minutes. 5 minutes. Oui. Ça va? Vous ne convainquez personne, ni la communauté internationale, les bailleurs bilatéraux, les multilatéraux, etc., en ne parlant que de ce dont on a parlé. Et la compassion. Il faut présenter un programme. Et le programme FMI, ce n'est pas toutes les conditions préalables dont on vient de parler. C'est comment l'économie va se développer sous 3 ou 4 ans dans les domaines économiques. Et le Liban, je pense, doit conforter ses atouts, ils sont nombreux, et débattre enfin des vrais sujets de politique publique. Ses atouts. Je crois que le Liban peut rester un centre financier, même avec la concurrence du Golfe, qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans. Un système bancaire reconfiguré peut continuer à jouer un rôle. Tourisme. Le climat du pays, la mer, la montagne, la forte diaspora qui revient régulièrement, etc. Important, la question du retour des Arabes du Golfe comme touristes, ça leur est désormais parfois autorisé. Les remises, comme on dit, les remittances de la diaspora et les recettes touristiques font pas loin en ce moment, pas de 50 points de PIB. Le numérique, grand talent des Libanais en la matière, baisse du coût du travail, beaucoup d'outsourcing, de délocalisation de traitement numérique se font désormais au Liban. Les centres d'appel à la conception de logiciels. Agriculture et agroalimentaire, ça n'a aucun sens que ce pays soit allé jusqu'à importer 80% de ses besoins. Il y a à produire pour la consommation locale et demain même pour l'exportation. Exploitation des ressources gazières. Dans quelques jours, vous aurez ici même une présentation sur l'accord d'octobre 22 qui a démilité la frontière maritime entre Israël et le Liban. Ce n'est pas une manne,
mais au minimum, ça permet de réduire les importations. Reconstruction de la Syrie, c'est le rêve libanais depuis des années de jouer un rôle là-dedans. Ce n'est pas la panacée, mais il y a une grande logique à faire rentrer ce dont la Syrie aura besoin par le port de Beyrouth. Et la levée des sanctions que vient d'annoncer Trump est absolument centrale. Donc, ce sont juste quelques exemples qui impliquent certes de la stabilité dans la région, des bonnes relations, ou sans guerre en tout cas, avec Israël. Je vais faire le pari audacieux que si les États-Unis et leur président veulent comprendre qu'il y a un quick win possible dans la région, c'est au Liban. Mais ça implique qu'il y ait enfin au Liban des vrais débats sur les grandes politiques publiques qui n'ont pas lieu. Et je vous cite simplement 4 exemples. Le rôle de l'État et le secteur public. On ne sait pas, moi je ne suis pas capable de vous dire quelle est la position des partis politiques libanais sur ce sujet. À cause de la corruption, du ressentiment de la population contre l'État, de la méfiance de la communauté internationale, il n'y a pas de débat. Bon, dans de multiples secteurs, quel doit être le rôle de l'État? Santé, éducation d'abord, mais aussi transport. Zéro transport public au Liban. Énergie, eau. Qu'il y ait ces débats. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai une préférence, ils n'ont pas lieu. Comment éviter que le Liban ne devienne une nouvelle république des ONG? Deuxièmement, politique fiscale, au sens français du terme, c'est-à-dire impôt, pas budgétaire. Le ratio impôt au prélèvement obligatoire, si vous préférez, sur PIB, est tombé jusqu'à 6%. Parce que le PIB s'est cassé la figure, il est remonté à 12%. Un pays d'Afrique mal géré est à 15%. La moyenne de l'OCDE est à 1/3. Je ne vous donne pas la France forcément en exemple, mais beaucoup est socialisé. On est autour de 44. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut... Alors l'argument, c'est on ne peut pas augmenter les impôts parce qu'il n'y a pas d'État. Oui, mais si on ne crée pas d'État, il y aura un cercle vicieux. Mais au-delà d'une importance même sur le volume, il n'y a aucun débat sur la nature des impôts, direct ou indirect. Le seul parti politique que j'ai vu dire pas d'augmentation de la TVA s'appelle le Hezbollah. C'est le seul parti politique dont je sache ce qu'il souhaite en matière fiscale. Et les autres n'en parlent jamais. Donc, direct ou indirect, si indirect, TVA ou pas, direct, impôt sur le revenu, impôt sur les ménages, impôt sur les sociétés, impôt sur le capital, que sais-je. Forcément, dans le programme FMI, pas dans les conditions préalables du programme FMI, il faudra parler fiscalité. A-t-on, de la part d'un quelconque parti politique libanais, des propositions en la matière? Ma connaissance, non. Changement climatique et politique énergétique. Le Liban fonctionnait il y a 30-40 ans avec 2/3 à 3/4 d'énergie renouvelable. Les barrages. C'est passé à 0. 100%, jusqu'à il y a quelques années, 100% d'importation d'énergie fossile. Ça vient de remonter, difficile à dire, mais autour de 15%. Comment? Les panneaux solaires. Alors là, on est dans des histoires à la libanaise complète. Innovation, intelligence locale, panneaux solaires, aucune vision d'ensemble, aucune régulation, donc il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, etc. Mais ce pays a bien entendu des ressources pour faire du renouvelable. Est-ce qu'il y a un parti qui traite de cela? Voilà, comme dans le monde entier. Éolienne, vent, soleil, donc eau. Non, c'est la faute des autres, l'international, qui empêche les partis politiques, ce n'est pas la communauté internationale, de débattre des vrais sujets dont on débat partout. Et le quatrième domaine que je vous livre, c'est la pauvreté et les inégalités. Il n'y a jamais eu beaucoup d'égalité au Liban. Si on prend 2014, qui est l'année avant celle de Bassem, les 10% les plus riches gagnaient plus, la moitié du revenu national. Il y a un vrai débat parce que les inégalités, Sybille l'a dit, sont accrues avec la crise et la crise en tant que telle et les moyens d'y faire face. Et on parle des dépôts bancaires, je rajoute un élément qui n'a pas été donné, parce qu'il n'y a pas de protection sociale. Et effectivement, vous avez des gens qui ont mis, croyant que c'était garanti,
des sommes dans les dépôts bancaires parce qu'il n'y a pas de système de retraite. Est-ce qu'on pourrait parler de protection sociale au Liban? Alors que le pays a montré, dans la gestion du coronavirus, qu'il était assez doué. Bon, il y a plein d'autres débats de substance, mais d'une part, le temps nous manque. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut faire des réformes de régulation, énergie, télécom, transport, etc., droit des affaires, et c'est le seul moyen de convaincre les donateurs. Vous ne convaincrez pas les donateurs en leur disant « Monsieur Machin a fauté, on l'a mis en tôle » ou « Il faut le mettre en tôle » parce que ça ne sert à rien. Le passé est le passé, et il faut... Voilà. Je pense sincèrement que le Liban a toutes les ressources pour se reprendre, avoir ce débat, à commencer par son capital humain. J'ai un vague espoir, donc je vais ouvrir une porte, on n'en a pas parlé non plus. En tout cas, il faut que ça se passe comme ça. Que les élections législatives qui ont lieu l'an prochain permettent enfin, ne soient pas le prétexte pour ne pas avancer. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Sylvie. Il fallait faire l'accord d'avril 22, en dépit du fait qu'il y avait les élections en mai 22, comme il fallait faire la CED en avril 18, en dépit du fait qu'il y avait les élections en mai 18. Et il faut faire les choses maintenant et débattre des vrais sujets. Et ça veut dire conclure avec le FMI, et très très vite. Parce que dès l'automne, les mêmes, de tous bords, vont dire « Ah, on ne peut rien faire, on a les élections en mai 26 ». Et là, une fois encore, ce n'est pas la communauté internationale. Donc, vous voyez, sur plein de sujets, il n'y a pas à attendre la communauté internationale, mais en revanche, il y a beaucoup à faire pour la convaincre que ça a changé. Ça a changé, ce n'est pas seulement la corruption, la gouvernance, voilà, etc. C'est de traiter des sujets d'avenir. Merci. Merci. Merci Pierre, on finit avec de belles perspectives. Pierre, ça a beaucoup d'écho avec ce que j'ai vu au Liban sur la difficulté à émettre des réflexions sur les politiques publiques quand on interroge les partis politiques, ça m'est arrivé. En tout cas, je pense que Pierre, il faudrait qu'il soit à la fois ministre de l'Agriculture, de l'Énergie, de l'Économie, des Finances, du Commerce, de l'Industrie. Non, plus sérieusement, il y a de belles perspectives aussi au Liban. C'est aussi sur cette note qu'il est important de terminer, de continuer. Il nous reste quelques minutes, mais c'était passionnant, donc je n'ai pas voulu couper nos intervenants. Alors, 10 minutes, on va faire circuler un micro. Le temps que le micro circule, peut-être, je crois que notre ami Bassem voulait réagir. Peut-être Sybille veut compléter, mais en très peu de mots. Hein. Le temps que le micro circule, on prend 2 questions. Et en ligne peut-être. Juste Oui, pardon. deux précisions rapides. La première, c'est sur les commentaires qu'a fait Sybille concernant les entreprises et les remboursements de la dette. Juste pour éclaircir, on va très vite, nous on connaît bien ce sujet, et parfois si une entreprise a emprunté en livres libanaises alors que le dollar valait 1700 ou 1500, 1500, oui. pardon, 1500, oui, 1507, Oui, voilà. et que la livre libanaise s'effondre et qu'elle a emprunté 1 million de livres libanaises ou 1 milliard de livres libanaises qui valait à l'époque quelque chose comme 1 million de dollars ou 800 000 dollars. Elle doit toujours 1 milliard de livres libanaises, mais ces livres libanaises ne valent plus que 80 000 dollars. Donc en fait, l'entreprise qui avait une dette de 800 000 dollars contre son activité n'a plus qu'une dette de 80 000. Elle rembourse en livres libanaises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, vous pouvez bénéficier des deux côtés du bilan. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point que Pierre et Sybille ont utilisé, c'est le déni. Le déni, c'est un peu pour ça qu'au Liban, on cherche toujours un bouc émissaire en ce moment, parce que ça alimente le déni. Pour vous expliquer un peu la profondeur sociale de la crise, à laquelle tout le monde a participé. L'EDL, l'électricité du Liban. C'est une compagnie d'électricité qui fournit des kilowattheures. Le prix du kilowattheure de la compagnie d'électricité du Liban a été fixé en 1997 sur la base d'un prix du pétrole à l'époque de 22 $. Le pétrole, en moyenne, vaut plus que 80 $. Vous pouvez changer tous les PDG de l'EDL que vous voulez.
s'ils fournissent de l'électricité à 22 $ et qu'ils achètent du pétrole à 100 $, ils vont produire des pertes. Le montant accumulé de l'électricité du Liban en 2019 était égal à 50% du pays. 50% des 100 milliards, c'est l'électricité du Liban. Ça veut dire que vous pouvez laisser votre air conditionné et partir en vacances pendant 3 mois pour que à votre retour, votre appartement soit prêt. Donc, tout le monde a profité des subventions implicites et du pouvoir d'achat que cette Ligue libanaise procurait. Pour un peu d'anecdote, les 2 trucs qui marchent pas au Liban ont, en anglais dans le texte, conservé leur nom en français. C'est Électricité du Liban et Banque du Liban. Tous les anglo-saxons disent Électricité du Liban, Banque du Liban. Alors, le microcircuit, alors, je ne veux pas couper Sybille, là, peut-être qu'elle avait quelque chose à dire. Reprendre la question. Donc, on a 2 questions de Thomas. Quelle est la position de l'administration Trump sur la politique économique que souhaite mener le nouvel exécutif? Et l'autre question, c'est Madame Ortagus a récemment suggéré au Liban d'apprendre de Tchara. Comment traduisez-vous cette déclaration d'un point de vue économique? D'apprendre de lui, de prendre l'exemple de M. Ahmed El-Sharaa en Syrie, de suivre son exemple. Je peux Oui, tenter Sybille. une réponse, hein, parce que Oui. justement, ça correspond à ce sur quoi je voulais intervenir. C'est-à-dire, même dans la question, en fait, l'idée, c'est que ce qui va se passer dépend d'une injonction externe et de ce que Trump ou l'administration Trump veut pour le Liban. Et c'est pas nouveau. Pierre Duquesne est plutôt plus optimiste que moi en général. Et moi, mon pessimisme vient du fait qu'il y a certes une impulsion pour que quelque chose change sous une forte pression externe qui vient clairement des États-Unis, mais pas que. Et le Liban où les détenteurs du pouvoir au Liban ont une capacité à résister jusqu'au bout, à tout faire pour céder le minimum, dans l'espoir que finalement, l'essentiel de leur point de vue perdure. L'essentiel, c'est quoi? C'est-à-dire une certaine construction économique et sociale qui bénéficie à quelques-uns et qui n'est pas dans l'intérêt général. Alors, ma crainte essentielle, c'est ça, c'est qu'on finisse par avoir un assainissement financier qui va être très coûteux, enfin, pardon, qui est indispensable et qui va être très douloureux, pardon, mais que cet assainissement financier se fasse avec l'impunité qui perdure. Or, l'impunité, c'est ce qui a permis au système politique libanais à perdurer après la guerre. La première chose qu'ont fait les chefs de milice après la guerre, c'est de s'auto-amnistier. Là, on aurait une amnistie financière après le deuxième crime du siècle, qui est cette faillite monumentale, hein, qui sortirait sans aucun coupable. Alors, je sais bien que la communauté internationale, les investisseurs, etc., c'est pas leur priorité. Le FMI, c'est pas du tout sa priorité, ce qu'on appelle en anglais accountability. Mais ça pourrait être celle des Libanais. Et en tout cas, ma crainte essentielle est qu'après cet assainissement, s'il a lieu, ce qui n'est pas garanti encore à ce jour, se remette en place un modèle qui soit le même. Un modèle fondé sur la rente, sur les inégalités, sur un État à minima. Je ne suis pas pour un État interventionniste, mais un minimum d'État régulateur, un minimum d'État qui donne l'impulsion économique et un minimum d'État qui assure un minimum de protection sociale. À travers un nouveau contrat qui est évidemment fondé sur la capacité à lever l'impôt. Et ça, tant qu'on ne trouvera pas le moyen de lever l'impôt au Liban, on ne pourra jamais mettre en place des politiques publiques efficaces, aussi minimales que soit le seuil d'imposition. Donc, si tout se passe, et au meilleur des cas aujourd'hui, je pense qu'on peut espérer un assainissement financier, mais pas un changement de modèle. Et alors que c'est ça qui pourra, seul un changement de modèle pourra éviter une crise
dans les dans 10 ans ou 15 ans? Moi, j'ai vécu 15 ans au Liban. J'ai été directeur de l'Institut de géographie. Puis après, avec Rémi Levaux, j'ai fondé le CERMOC. Et j'ai une certaine expérience de ce pays. Ma question porte. On dit que le nouveau président libanais, que le nouveau gouvernement, il y a des gens, paraît-il, de qualité, ne serait-ce que Salamé, qui n'a rien à voir avec l'autre Salamé. Il y a des gens très compétents. Est-ce que ce nouveau personnel politique peut faire quelque chose? Voilà. Mais bon, d'abord, les petites questions, c'est est-ce que où se trouve l'or aujourd'hui du Liban? Est-ce qu'on a vraiment accès à cet or-là? Est-ce que là où il se trouve, au Canada, aux États-Unis, etc., est-ce qu'on est capable éventuellement de le dilapider, de le vendre, etc. La deuxième petite question, c'est euh, 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 bon, il y a eu pour moi, j'ai relevé certaines contradictions dans certains propos. Et donc, je voulais aussi comprendre pourquoi le Fonds monétaire international et d'autres, la Banque mondiale notamment, et la Banque européenne d'investissement, lorsqu'il s'agit d'entreprises privées, ont arrêté le financement pas la Banque mondiale, mais plutôt le IMF, pardon, l'IFC, le IMF, SFI. la Banque européenne d'investissement ont arrêté le financement aux entreprises privées en leur demandant, pas explicitement, mais on va dire tacitement, de se délocaliser hors du Liban, que ce soit à Chypre, en Égypte ou en Grèce, ailleurs, en Jordanie même, pour pouvoir continuer à recevoir des fonds. J'avais une question, mais très légèrement décalée par rapport au Liban. Vous avez mentionné la banalité de la crise économique libanaise en mentionnant d'autres pays, y compris parfois lointains géographiquement. Mais si on se rapproche géographiquement du Liban, il y a un pays presque voisin du Liban qui aujourd'hui a une monnaie liée au dollar par une parité fixe, qui affiche un énorme déficit de ses transactions courantes et commerciales, dont la croissance est anémique, dont la compagnie d'électricité est très déficitaire et qui survit avec les revenus touristiques et les revenus d'épargne de sa diaspora. Et ce pays, c'est la Jordanie. Est-ce qu'il faut anticiper une crise macroéconomique du même ordre d'idée dans ce pays? Ça, je peux répondre, hein. Peut-être les questions choisissant les techniques, questions, là, voilà, les questions d'Ima. sur L'or et l'or. Bon, l'or, il est en Suisse et aux États-Unis, mais il y a une incertitude, c'est est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Il y a une loi qui a été passée dans les années 80 pour utiliser l'or au Liban. Ce n'est pas la Banque centrale qui décide, c'est le Parlement. Et dans un vote aux 2/3. Donc, il est garanti qu'il n'y aura pas de vote au Parlement qui va obtenir 2/3 pour l'utiliser. Donc, il va falloir trouver un consensus large. Ça veut dire, pour revenir vers les propos de Pierre, qu'il va falloir le faire seulement dans un contexte où il y a une perspective de développement économique partagée par tout le monde. Sinon, chacun va mettre un obstacle. Le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est que le Liban ne va jamais manquer d'argent s'il a un plan, mais il n'aura aucun sou s'il n'en a pas. Le deuxième point technique sur les entreprises, c'est la raison du fait qu'aucun paiement international par les moyens de paiement usuels ne peut plus être fait au Liban. C'est très difficile. Les banques privées en Europe ne veulent plus faire de paiement par les IBAN usuels au Liban parce qu'ils ont peur. Pourquoi sanctionne-t-on le secteur privé C'est aussi bien pas que le secteur privé habite public? là-bas. C'est tout. Et le secteur privé habite là-bas. C'est pas un secteur indépendant qui vit dans le ciel. Il est là où il est. Sur la Jordanie, non, parce que la Jordanie rend service à tout le monde, alors que le Liban ne rend service à personne. Et voilà, en gros, quoi, hein, c'est un peu comme ça qu'il faut. Non, mais alors, on va arrêter là, peut-être vraiment court. Si vous voulez compléter, Sybille, Pierre, vraiment, et puis on arrête. Alors, Non, mais Trump, c'est pas très compliqué. On peut s'attendre à tout. Oui. Donc, je vous ai dit, si Trump réfléchit, il a un quick win au Liban. Je pense que c'est vraiment pas compliqué. La question libanaise peut être réglée avant la question israélo-palestinienne, pour ne rien vous cacher.
Donc voilà, et la décision qui vient d'être prise sur la Syrie est absolument considérable. Sur mon optimisme, Sybille, mettons-nous 5 mois en arrière, en décembre. Qui aurait cru que Joseph Aoun, dont le nom était comptable depuis 2 ans, serait élu président de la République? Qui aurait cru que Nawaf Salam serait élu Premier ministre? Qui aurait un gouvernement, effectivement, avec des gens de qualité qui ont envie de faire? Qu'il y aurait un gouverneur, bon, moi je lui fais confiance, qui aurait que la loi sur le secret bancaire, elle a été votée, on n'en a pas parlé, serait votée. Que la réforme de la justice, le projet de loi est connu depuis 5 ans, vient d'être approuvé par le gouvernement, va être transmis au Parlement, etc. Donc je vais voir, bon, c'est bon, tempérament naturel, certes, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Hein, et les pessimistes de mi-décembre, ben, on est mi-mai. Voilà, secteur privé, il y a la réponse qu'a faite Bassem, mais il y a aussi, je vais rajouter une réponse un peu morale. Est-ce que le secteur privé pourrait lancer le débat sur les politiques publiques? Il ne le fait pas. Une anecdote. Je suis des 2 voyages du président de la République, le 6 août 20, 2 jours après l'explosion du port, le 1er septembre 20, quand il revient. Et on me dit, monsieur l'ambassadeur, il y a un dîner des patronats, il faut que vous veniez. Bon, le dîner était prévu à 21h, le voyage, je n'y reviens pas, a duré plus longtemps que prévu, arrivé à minuit. Je suggère que l'on reporte ce dîner avec les patronats. Et non, ils veulent absolument vous voir, etc. Et nous voilà, sommet de l'ESA, à dîner avec les patronats. Il n'y a pas moins de 6 organisations patronales, en gros, hein, 2 par confession. Mais là, il y en avait un certain nombre, et ils me disent, monsieur l'ambassadeur, d'ici quelques semaines, on va signer un accord, une espèce de confédération entre les patronats chrétiens et sunnites. C'est formidable, vous pensez exactement la même chose que pensent tous les patronats, moins d'État, moins d'impôts, de régulation. Il n'y a aucun débat entre vous. Oui, absolument. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Qui empêche cela? La communauté internationale? Le Hezbollah? La Syrie? Personne. Donc, que le secteur privé se réveille, pose les vraies questions, dise aux banques, parce qu'il y a quelques relations entre le secteur privé et les banques, il faudrait régler la crise parce qu'on ne peut pas fonctionner sans crédit bancaire. J'attends des propositions. Il n'y en a pas. Et qu'il écoute. Je vais juste vous lire pour le plaisir, je montre à mon voisin, voilà ce que j'écris après une visite en septembre 19. J'ai bien dit septembre 19, j'ai dit à certains de nos interlocuteurs, note pour le président de la République et les ministres français, j'ai dit à certains de mes interlocuteurs, dont le Premier ministre, que les Liban étaient malheureusement, probablement rentrés dans une situation où un événement interne ou exogène, pas forcément de grande importance propre, pouvait conduire à des réactions irrationnelles. J'écris ça aux autorités françaises, ils comprennent. Je n'avais pas pensé à la taxe WhatsApp, mais c'est cela. Il se trouve que j'avais dit cela au Liban. Et non seulement les autorités ne voulaient pas l'entendre, mais même les gens normaux, si je puis dire. Donc, il y a une responsabilité qui n'est pas seulement celle des ministres et du Parlement. Il y a aussi le fait, le Hezbollah est dans l'état où il est aujourd'hui. J'ai quand même entendu l'ABL me dire, l'association des banques libanaises, passer sous programme 15 septembre 20, pour être très clair, 14 septembre 20, passer sous programme FMI, c'est faire le jeu du Hezbollah. Voilà ce qu'on m'a dit le bureau de l'ABL en septembre. Il n'est plus là. En tout cas, pas dans la forme qu'il avait avant. Qui empêche d'agir? Personne. On va terminer sur cette question. Ah. On va terminer sur cette question. Nous aurons une deuxième table ronde avec 2 intervenants. Donc, ça va réduire, on va gagner un petit peu, même si je sais que les intervenants ont beaucoup de choses à dire aussi. Je vous remercie les 3 intervenants, Sybille, Bassem, Pierre, c'était passionnant, très complémentaire. Merci à vous.